Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier José Louis pour l'invitation et je vous remercie également d'être si nombreux aujourd'hui. Pour l'intitulé du mémoire, ça a un peu changé, mais c'est pas grave. Avant de vous présenter mon intervention, donc intitulée Le défi e-sport, je voudrais faire un rapide tour de table, ou plutôt d'amphi. S'il vous plaît, levez la main ceux qui n'ont plus ou moins jamais entendu parler du terme e-sport, ou vaguement dans un bruit de couloir, ou si vous êtes juste là parce que vous avez vu de la lumière. Ok, bon. Donc je vais vous faire une présentation générale de l'e-sport, puis j'ai sélectionné pour vous 3 défis du sport électronique. Bien évidemment, aujourd'hui je ne peux pas développer tous les enjeux de l'e-sport. Alors au fond, qu'est-ce que l'e-sport ? Depuis le milieu des années 2000, de nombreuses définitions sont apparues, issues pour la plupart d'acteurs du milieu, en particulier d'anciens joueurs, comme Rémi Chanson, alias Léo Ellis, qui est l'un des pionniers de l'e-sport en France et aujourd'hui président de l'équipe Arma Team. Il définit le sport électronique comme, je cite, la pratique compétitive de jeux vidéo dans laquelle des joueurs s'affrontent directement par écran interposé, en excluant toutefois les transpositions de jeux physiques existants. Également, des chercheurs universitaires se penchent sur la question en proposant des pistes de réflexion. C'est le cas de T.L. Taylor, sociologue et professeur au MIT, ou encore de Nicolas Bezombre, docteur en sciences du sport, chercheur associé à Paris Descartes et à l'INSEP, et aujourd'hui vice-président de France e-sport, dont je reparlerai un peu plus loin. Alors, l'an dernier, des dictionnaires de langue française se sont essayés à quelques définitions afin de cerner les nouveaux phénomènes vidéoludiques. C'est le cas, par exemple, du mot « gamer », francisé, comme vous pouvez le voir. Chez Larousse, la définition du sport électronique est même présente et désigne la pratique du jeu vidéo multijoueur, notamment en réseau, ensemble des compétitions dédiées à cette pratique. Comme vous pouvez vous en douter, ces définitions n'ont pas eu un grand succès auprès des acteurs du milieu. Face à cette polémique de définition, le Robert a réagi en affirmant prendre en compte l'avis des acteurs du milieu, pour l'édition suivante, mais reste totalement inflexible pour le S que vous voyez à la fin de vidéo. Donc il est encore aujourd'hui difficile de dégager une définition globale et complète et concrète de ce phénomène. Alors je vais toutefois m'y essayer. Donc pour moi, l'e-sport ou le sport électronique signifie l'affrontement codifié et réglementé de joueurs, seuls ou en équipe, durant des compétitions de certains jeux vidéo, que ce soit en ligne ou en réseau local, via un ordinateur, une console ou une tablette. Bien évidemment, afin d'effectuer une présentation générale, une définition seule ne suffit pas. La chronologie de l'e-sport se découpe en plusieurs phases, avec ce qu'on pourrait appeler une préhistoire, donc allant de 1972 à 97, donc c'est-à-dire de la première compétition de jeux vidéo, l'Intergalactic Spacewar Olympics, à donc 97, avec The Frag, le premier tournoi international avec un cash prize, donc c'est-à-dire un gain, organisé par la CPL, donc la Cyber Athlete League, aux États-Unis. Puis de 97 à nos jours, on parle de l'histoire du jeu vidéo, de l'e-sport, pardon. Donc, durant les années 2000, le développement du sport électronique débute réellement, grâce à l'essor des tournois populaires et de leur cash prize. Des jeux vidéo constituant l'épine dorsale du monde e-sportif apparaissent, mais également à travers le développement donc, de l'informatique et de la technologie. Mais comme toute histoire, celle de l'e-sport connaît ses hauts et ses bas. Donc en 2009, l'apparition de League of Legends a véritablement chamboulé la scène e-sportive en faisant exploser la discipline à travers le monde et en contribuant à mettre en place des compétitions importantes encore aujourd'hui.
Toutefois, 2009 est également une année sombre pour l'e-sport, puisque la société détenant l'ESWC, donc la première, considérée comme la Coupe du Monde de l'e-sport, fait faillite. Cette période de récession est également due à un scandale de matchs arrangés en Corée du Sud, dont le sport national pourtant est l'e-sport. Cette histoire de trucage est assez cocasse, puisqu'en 2008, l'International eSport Federation est fondée à Séoul et se donne pour objectif de stimuler la croissance, l'innovation et l'acceptation de l'e-sport dans le monde, tout en créant des règlements et des normes. Bon, ça ne les a pas empêchés de récidiver en 2015. Avec l'arrivée en 2011 de Twitch, un service de streaming de jeux vidéo, et son rachat en 2014 par Amazon, l'e-sport prend une dimension globale, où les investissements en tout genre sont de plus en plus nombreux, les médias généralistes s'emparent du phénomène, donc à travers des articles, ou via des compétitions retransmises sur la chaîne L'équipe, ou sur SFR Sport notamment. Le nombre de joueurs ne cesse de croître, les cash prizes explosent, la structuration du sport électronique est de plus en plus pointue et précise. On assiste là à un phénomène qui prend une ampleur comme jamais auparavant, à tel point que la semaine dernière, le rappeur Drake, pour ceux qui connaissent, s'est invité sur Fortnite, donc un jeu de Battle Royale, aux côtés de Tyler Ninja Blevins, réunissant plus de 600 000 viewers sur Twitch, un record jamais égalé. De nombreux acteurs ont permis l'éclosion de l'e-sport. Les joueurs, les éditeurs, les organisateurs, les promoteurs, etc. Donc que ce soit en solo ou en équipe, le joueur fait vivre le jeu à travers son entraînement, ses affrontements, ses victoires. Actuellement dans le monde, on recense quelques milliers de joueurs professionnels, dont environ une centaine de Français. Donc si on compare les principaux gains que vous avez là, obtenus lors des compétitions sur ces 20 dernières années, la France s'en sort bien, grâce à ses 2000 et quelques joueurs. Il faut toutefois nuancer ce résultat, puisqu'en juin 2016, la France se classait 7e, avec certes 2 fois moins de joueurs et 2 fois moins de gains. Toutefois, en Europe de l'Ouest, la France et l'Allemagne font office de locomotive. Font office de locomotive en termes d'équipe, de compétition et de médiatisation, de tournois, et j'en passe. Bien évidemment, sans jeu, il n'y a pas de joueurs. Et les jeux sont façonnés par qui? Les éditeurs. Si je vous dis Blizzard, Ubisoft, Electronic Arts, ça vous parle. Valve, Riot Games, Epic Games, peut-être un peu moins. Le rôle de ces derniers, donc des éditeurs, a évolué afin d'accompagner la croissance de l'e-sport. Chaque éditeur pilote lui-même le circuit de son jeu, en créant des compétitions comme chez Riot Games avec les LCS, Blizzard avec le Overwatch League, ou encore Valve avec The International. Mais quelques éditeurs co-organisent le circuit avec des organisateurs tels que ESL ou plus récemment Lyon eSport, en mettant en place des tournois comme les Intel Extreme Masters, les IEM, ou les World Electronic Sport Games, les WESG. Mais pour faire fructifier le jeu, les promoteurs et les sponsors sont vitaux. Au fond, à travers donc, cette infographie que vous avez là, on peut observer que chaque protagoniste de l'e-sport est lié aux autres. Alors je n'ai évidemment pas mentionné les sponsors que vous retrouvez tout en bas à votre droite. Pour les plateformes de streaming, évidemment, il en existe d'autres que Twitch, mais Twitch reste la référence numéro 1. Et enfin, le rôle des spectateurs, que j'ai volontairement mis de côté pour l'instant, possède un poids important dans le développement de la discipline. À travers cela, on peut aisément comprendre les interactions entre chaque branche de l'environnement e-sportif, où les uns ne peuvent pas exister sans les autres. Et c'est là tout l'enjeu des défis d'aujourd'hui. Le premier défi auquel fait face le sport électronique depuis ses débuts
et la reconnaissance officielle des gouvernements et du monde e-sportif. Aujourd'hui, il existe 2 camps rivaux. Le premier attestant que l'e-sport est bien un sport, le second que c'est juste une manifestation culturelle. Donc, outre la Corée du Sud qui légitime le sport électronique depuis 2000, son statut légal a pris du temps pour la majorité des États. Ce n'est véritablement qu'à partir du début des années 2010 que la question se pose réellement. Par exemple, en 2013, face à une demande de Riot Games, donc l'éditeur de League of Legends, les États-Unis acceptent de délivrer un visa nommé P1A pour les joueurs professionnels de League of Legends, réservé à la base aux athlètes internationalement reconnus. Donc c'est une première dans le monde. Donc évidemment, cette initiative fait grincer des dents le monde sportif et également l'opposition du gouvernement Barack Obama de l'époque. Pourtant, aujourd'hui, des programmes de bourse existent dans certaines universités aux États-Unis. En 2014, seule la Robert Morris University proposait ce nouveau système en y accueillant une trentaine d'étudiants joueurs. 4 ans plus tard, les États-Unis comptent plus de 650 joueurs étudiants boursiers à travers une soixantaine de facultés aux États-Unis. Pour citer d'autres exemples de reconnaissance étatique, en 2017, en Allemagne, Angela Merkel se dit favorable à la reconnaissance de l'e-sport. Et ses principales organisations donc allemandes s'unissent afin de former une fédération nationale, alors désolé pour mon accent allemand, la e-sport Bund Deutschland. Ça passe. En France, malgré l'expansion et le succès de l'e-sport, le cadre juridique est totalement inexistant. Ainsi, début 2016, donc 2 parlementaires, Rudy Sall et Jérôme Durin, ont pour mission de définir un cadre législatif et réglementaire favorisant le développement des compétitions de jeux vidéo en France. Axel Lemaire, à l'époque secrétaire d'État secrétaire d'État chargé du numérique et de l'innovation, pilote cette mission qui débouche donc sur un rapport en mars 2016 permettant ensuite la mise en place d'un projet de loi pour une république numérique adopté en octobre 2016. Donc cette loi reconnaît la pratique de jeux vidéo en compétition et accorde le statut officiel aux joueurs professionnels. Entre-temps, donc en avril 2016, l'association et potentiellement fédération France e-sport est fondée et se donne pour objectif d'être l'interlocuteur principal, représentatif et actif auprès des pouvoirs publics français. Alors sans surprise, l'association s'appuie sur des noms historiques du jeu vidéo et du sport électronique français, avant ensuite d'élargir ses horizons, puis d'accorder ses horizons aux organisateurs, puis aux équipes. Alors, et pourtant, malgré certaines craintes, en près de 2 ans, France e-sport est devenu un acteur majeur dans le développement du sport électronique hexagonal, mais également devient un acteur européen, en assurant notamment des échanges et des coordinations donc avec le SBD en Allemagne et l'e-sport anglais en Angleterre. Tâche confiée à Nicolas Besonde que j'ai évoqué au tout début. Donc à l'instar de la reconnaissance étatique grandissante, le monde sportif se penche également sur la question. Et malgré ce que l'on pourrait penser, les clubs de football, les franchises de la NBA, de la NFL ou de la NHL investissent dans l'e-sport. Par exemple, la franchise de basketball de Philadelphie a acquis 2 équipes, la team Dignitas et Apex Gaming, pour une somme totale entre 5 et 10 millions de dollars. Alors, le montant paraît élevé, pourtant il reste correct compte tenu de la solidité financière de ces groupes, que ce soit sportif et e-sportif. Alors, investir, c'est bien, promouvoir son jeu, c'est mieux. Donc, pour les franchises américaines, pas de surprise. Donc, elles se forment autour d'une ligue, par exemple autour du jeu NBA 2K pour le basketball, Madden NFL pour le football américain ou NHL pour le hockey sur glace. En revanche, pour l'Europe, la donne est totalement différente.
Le club allemand de Schalke 04, par exemple, a fait le pari de composer une équipe sur League of Legends, tout comme Valence en Espagne. Alors, l'image de ces clubs se diffuse donc autrement que sur un terrain de football, et les investissements sont parfois colossaux. Par exemple, aux États-Unis, le salaire moyen annuel d'un joueur professionnel de LoL, de League of Legends, avoisine les 270 000 euros, ce qui est bien loin du salaire de Neymar, mais représente les salaires les plus élevés dans l'e-sport. Alors, cette déferlante de clubs sur des jeux autres que leur sport de prédilection, au fond, va-t-elle durer et surtout s'imposer, ou au contraire, va-t-elle échouer, comme pour le PSG, avec son équipe, non pas en quart de finale, mais avec son équipe de League of Legends, coachée par Yellow Star jusqu'à l'an dernier. Alors, un autre défi, et pas des moindres, pour rejoindre un peu la présentation d'avant, l'e-sport féminin. Alors, le sport électronique est une discipline mixte. Or, on voit très peu de femmes participer à des compétitions majeures. Donc, dans le monde, donc environ 46 ou 49% d'utilisateurs de jeux vidéo sont des femmes. Mais dans l'e-sport, seuls 22% des joueurs professionnels sont des joueuses. Alors, pour certains, ça paraît beaucoup, pour d'autres, peu. Chacun son avis. Alors, pourquoi un tel fossé ? Les raisons peuvent être totalement multiples. Comme pour le sport, la médiatisation des compétitions est plus forte chez les hommes, ainsi que le sponsoring et la professionnalisation. Bien évidemment, il existe un fossé entre les gains des joueurs et ceux des joueuses, comme dans le sport, comme dans le tennis par exemple. Et également, la gameuse, pour franciser le mot gamer, est sujette à des stéréotypes virulents. Non, elle ne joue pas Candy Crush. Pour ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a maintenant un peu plus d'un mois, se sont déroulés les Intel Extreme Masters de Pyeongchang sur StarCraft 2, donc IEM dont je reparlerai un peu plus loin, dont le vainqueur n'est d'autre qu'une femme, Sasha Austin, alias Scarlett. Donc cette Canadienne de 24 ans a réalisé un exploit en Corée du Sud, en devenant la première femme remportant une telle compétition, en battant en plus l'un des favoris de ce jeu, essentiellement masculin, et en plus très publicité en Corée du Sud. Donc à travers cette victoire, elle remet en question la suprématie masculine dans l'e-sport. Alors en France, d'autres exemples, donc des joueuses se sont faites une place dans certaines catégories de jeux vidéo. Le cas de Kayane, sur Soul Calibur et sur Street Fighter notamment, entre 2001 et 2014, des jeux de combat pourtant à caractère masculin. Aujourd'hui, donc elle est devenue une interlocutrice écoutée et demandée au sein de la sphère e-sportive, à tel point qu'elle est l'ambassadrice maintenant de jeux vidéo comme Tekken ou encore Soul Calibur. Alors on peut évidemment prendre l'exemple aussi de Marion Lopez, une des meilleures joueuses sur Counter-Strike, finissant même deuxième récemment de la section Europe avec son équipe à l'Intel Challenge à Katowice, en Pologne. Mais la véritable erreur, à l'heure actuelle, serait de diviser les pratiques en excluant totalement la mixité dans les compétitions, comme c'est le cas par exemple donc en Chine dès cette semaine, dès vendredi, pour un tournoi sur Counter-Strike, alors que des associations comme Women in Game France se battent pour promouvoir justement cette mixité. Alors, le défi sport possède un autre enjeu, donc Paris 2024. Alors malgré ce qu'on pourrait penser, l'e-sport était présent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Donc hormis les connaisseurs, qui le savait ? Bon, moi je ne le savais pas. Donc les Games 2016, tel était leur nom, ne possédaient que 2 jeux, donc Smith en guise d'ouverture et Super Smash Bros comme compétition. Donc 8 pays étaient représentés, donc le Canada, grand vainqueur de cette compétition, les États-Unis, le Mexique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, Trinité et Tobago, le Brésil et l'Argentine. Alors malheureusement, l'organisation était totalement indépendante, sans aucune association avec le CEO. Donc à Pyeongchang, quelques jours donc, avant le début des JO d'hiver, se déroulaient donc ce que j'ai dit tout à l'heure, les Intel Extreme Masters, autour de StarCraft 2, avec cette fois-ci le soutien
du comité olympique. Alors le tournoi a eu le succès escompté. L'organisation était et l'intégration de l'e-sport au sein des JO est de plus en plus remis en question au sein du CIO. Alors, en revanche, pour Tokyo 2020, l'échéance semble trop proche pour pouvoir mettre en place véritablement une structure complète du sport électronique. Toutefois, pour les Jeux asiatiques donc de 2022 se tenant à Hangzhou, en Chine, l'organisateur a tranché la semaine dernière en affirmant que les jeux les plus populaires ne seront pas admis. Trop de violence, trop de sang. Bon. Il resterait donc Rocket League, tous les jeux de simulation sportive, FIFA, NBA, etc. Hearthstone par exemple, et pourquoi pas Just Dance. Bon. Donc face à cette polémique, il ne reste qu'une échappatoire, donc Paris 2024. Mais là, la difficulté réside dans l'acceptation de jeux donc tels que Fortnite, comme on l'a dit tout à l'heure, Counter-Strike, League of Legends, ou encore Street Fighter. Donc les Jeux Olympiques, à la base, sont le moteur d'un cessez-le-feu mondial, en prônant la paix et la non-violence. Bon, vous connaissez le discours de Coubertin. Alors, de tels jeux au sein des JO risqueraient de poser un problème géopolitique jamais connu auparavant. Donc la question actuellement reste totalement ouverte. Alors imaginez, août 2024, 14h, vous sortez d'un repas de famille, bon, tout va bien. Vous vous posez devant France Télévisions. Et là, grande surprise, Nelson Montfort présentant un tournoi de Counter-Strike, donc aux côtés de Richard Papillon, alias Shox, le meilleur joueur français actuellement. Non, vous n'hallucinez pas. Notre polyglotte national nous parle de Counter-Strike comme s'il y avait joué toute sa vie. Bon, pourquoi pas, hein? Ça reste une utopie. Donc, pour conclure cette intervention, donc, j'aimerais vous montrer quelque chose. Donc, on m'a dit récemment que regarder l'e-sport à la télé était aussi attractif que de regarder la pétanque ou le curling. Et qu'il valait mieux que ça reste sur Twitch, puisqu'il n'existe pas de supporters e-sportifs. Donc la vidéo que je vais vous montrer, en espérant que le son fonctionne, donc est le teaser des IEM de Pyeongchang, les IEM de Pyeongchang. Les images sont tirées donc des IEM de Katowice, en Pologne, de 2017. To do battle here to crown ourselves an Intel Extreme Masters champion. Passion is passion. Who has the skill when it matters most? Grit is grit. He's desperately pushing across the map with everything he's got. Sport is sport. I can barely even believe what we just witnessed there. Every champion deserves a chance to make history. Just fantastically played. Intel Extreme Masters at Pyeongchang 2018. Petit problème de bouteille d'eau. Alors, une autre connaissance a tenté une comparaison donc, entre Thierry Roland, que je pense que vous connaissez tous, et les commentateurs des compétitions e-sportives, en affirmant qu'ils étaient mous, qu'ils n'avaient pas la niaque et qu'ils ne donnaient pas envie. Bon, pour lui prouver le contraire, je vais montrer une autre vidéo qui suit, donc Tony Toby-Wan Dawson, donc, qui est un commentateur australien sur Dota 2, et l'extrait qui suit donc, date de 2017, durant The International, la compétition du jeu en question. Donc vous allez voir. Viper dropping low and here's the Epi with the ball don't come over the ice blast with the faces boy Chrono that is wrong. You have nothing. Upper, he jumps in. Where's the Aegis? He snatches it. Upper, you thief in the night. In my That's it. The Chrono's locked in too many. 4 heroes in sweet Swedish.
Alors, pour terminer, donc, le défi e-sport ne fait véritablement que commencer. On n'a pas assez de recul pour savoir jusqu'où ira le phénomène, notamment en termes géopolitiques, en espérant évidemment qu'ils connaissent une vie aussi longue et palpitante que les sports traditionnels. Ça serait bien. Voilà, donc je vous remercie tous pour votre attention. Bonne journée à vous.